Pendant des siècles, nous avons cherché au mauvais endroit. Des milliers d'expéditions maritimes, des centaines de millions investis dans l'exploration sous-marine, des océanographes scrutant les abysses, des archéologues fouillant les côtes méditerranéennes, des théoriciens pointant vers Santorin, les Açores, l'Antarctique. Nous cherchions une cité engloutie, une civilisation disparue sous les eaux. Mais pendant tout ce temps, quelque chose d'extraordinaire nous observait depuis le ciel. Pas sous l'océan. Sur la terre ferme, au cœur du Sahara, le désert le plus hostile de la planète. Voici la structure de Richa. 50 km de diamètre, des anneaux concentriques parfaitement circulaires qui émergent du sable mauritanien comme une pupille géante. Les astronautes de la mission Gemini l'ont découverte en 1965, stupéfaits par cette géométrie impossible au milieu du néant. On l'appelle l'œil de l'Afrique. Et depuis sa révélation, une question hante les esprits et curieux. Et si nous avions enfin trouvé l'Atlantide? Pas noyé dans l'océan, comme nous le pensions depuis 2 millénaires, mais dévoré par le sable, caché à la vue de tous, visible uniquement depuis l'espace. Ce que Platon a vraiment écrit. L'année est 360 avant Jésus-Christ. À Athènes, le philosophe Platon consigne dans 2 dialogues, le Timée et le Critias, l'histoire la plus fascinante de l'Antiquité, celle du Nil-continent appelé Atlantide, disparu 9000 ans avant son époque. Mais oublions les mythes populaires, les pyramides de cristal, les technologies extraterrestres. Platon décrit une cité organisée en anneaux concentriques. Au centre, une montagne sacrée. Autour d'elle, des cercles alternant terre et eau. 3 anneaux de mer, 2 anneaux de terre. Le diamètre de la cité capitale. Environ 23,5 km, selon les traductions les plus précises des mesures grecques. L'Atlantide se trouvait au-delà des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar. Mais voici un détail capital. Platon précise que l'île était bordée de montagnes au nord, protégeant la plaine des vents froids, et qu'un grand canal reliait la cité à la mer, permettant aux navires d'accéder au cœur de l'Empire. Pourquoi ces détails sont-ils importants? Parce que nous allons les retrouver, un par un, dans le désert mauritanien. La coïncidence géographique. Regardons la structure de Richa avec les yeux de Platon. 50 km de diamètre pour l'ensemble. Mais au centre, la zone principale des anneaux concentriques mesure précisément 23,5 km. Exactement la dimension donnée par Platon pour la capitale de l'Atlantide. Les anneaux eux-mêmes, 3 anneaux extérieurs de quartzite, résistants à l'érosion, séparés par des zones plus basses qui auraient pu être inondées. La structure correspond à la description de Platon. Des cercles concentriques, alternant élévations et dépressions. Au nord de la structure de Richa s'élèvent les montagnes de l'Adrar mauritanien. Exactement comme Platon l'avait décrit, des montagnes protégeant la plaine des vents du nord. La coïncidence devient troublante. Et voici le détail le plus intrigant. Un ancien lit de rivière part de la structure de Richa et se dirige vers l'ouest, vers ce qui était autrefois un littoral. Un canal naturel, aujourd'hui asséché, qui aurait pu relier la cité à l'océan Atlantique. Mais comment une structure en plein désert aurait-elle pu être une île entourée d'eau? C'est ici que l'histoire climatique de l'Afrique devient essentielle. Le Sahara vert. Il y a 2000 ans, le Sahara n'était pas un désert. C'était une savane verdoyante, parsemée de lacs, traversée de rivières. On appelle cette période la période humide africaine, ou le Sahara vert. Les preuves géologiques sont irréfutables. Des peintures rupestres montrent des hippopotames, des crocodiles, des girafes. Des fossiles de poissons d'eau douce ont été trouvés au cœur du désert actuel. Des traces d'anciens lacs couvrent les images satellites. Le Sahara était habitable, fertile, riche en eau. Cette période humide a pris fin brutalement il y a environ 5000 à 6000 ans, suite à un changement dans l'inclinaison de l'axe terrestre. Le Sahara s'est asséché en quelques siècles, ensevelissant sous le sable tout ce qui y existait. Platon situe la disparition de l'Atlantide 9000 ans avant son époque, soit environ 1400 ans avant notre ère. C'est précisément la période où le Sahara commençait sa transformation en région verdoyante après la dernière glaciation. Si une civilisation avait existé dans cette région à cette époque, elle aurait bénéficié d'un climat paradisiaque, des ressources abondantes, un accès à l'eau et à la mer. Tout ce que Platon décrit dans ses dialogues.
La localisation revisitée. Platon situe l'Atlantide au-delà des colonnes d'Hercule, dans l'océan Atlantique. La Mauritanie se trouve en Afrique du Nord-Ouest. Comment résoudre cette contradiction? Voici une hypothèse fascinante. Les colonnes d'Hercule désignaient pour les Grecs la limite du monde connu. Mais pour les Égyptiens, source originale du récit selon Platon, cette expression aurait pu désigner un lieu différent. Le récit de l'Atlantide aurait été transmis à Solon par un prêtre égyptien lors d'un voyage à Saïs en Égypte. Pour les Égyptiens, les colonnes d'Hercule auraient pu désigner les montagnes bordant la vallée du Nil, ou même les limites occidentales de leur influence. De plus, le nom même d'Atlantide vient d'Atlas, le titan qui portait le monde sur ses épaules. Or, le massif de l'Atlas se trouve précisément au nord-ouest de l'Afrique, à quelques centaines de kilomètres de la structure de Richa. La structure de Richa se trouve à environ 500 kilomètres de la côte atlantique actuelle. Mais il y a 2000 ans, avec un niveau de mer différent et une géographie climatique transformée, cette distance aurait pu être bien moindre. Les richesses minérales. Platon insiste longuement sur les richesses minérales de l'Atlantide, des métaux précieux, du cuivre, un mystérieux métal appelé orichalque qui brillait comme le feu. L'île regorgeait de ressources naturelles, permettant à la civilisation atlante de prospérer. Analysons la géologie de la structure de Richa. La région contient des gisements de fer, de cuivre, de zinc. On y trouve également du quartz, du jaspe, des roches volcaniques riches en minéraux. La diversité géologique est remarquable. Le mystérieux orichalque mentionné par Platon pourrait correspondre à un alliage de cuivre présent naturellement dans la région. Certains géologues ont identifié des traces de minéraux de couleur dorée dans les formations rocheuses de Richa. Cette abondance minérale aurait pu attirer des populations anciennes, fournir les matériaux nécessaires à une civilisation avancée. Les conditions étaient réunies: eau, climat favorable, ressources minérales, position stratégique. Ce que dit la science officielle. Arrêtons-nous un instant, revenons à la rigueur scientifique, car aussi séduisante que soit cette théorie, nous devons confronter l'hypothèse avec la réalité géologique établie. C'est ici que l'honnêteté intellectuelle exige que nous écoutions les géologues. Selon le consensus scientifique actuel, la structure de Richa est une formation géologique entièrement naturelle. Plus précisément, il s'agit d'un dôme volcanique effondré, vieux d'environ 100 millions d'années, datant du Crétacé. Le processus de formation est fascinant. Une remontée de magma en profondeur a créé un bombement de la croûte terrestre. L'eau hydrothermale s'est infiltrée dans les fractures de la roche, dissolvant progressivement les couches de calcaire et créant des cavités souterraines. Les couches de quartzite, plus résistantes, sont restées en suspens. Finalement, sous l'effet de l'érosion et de la gravité, l'ensemble s'est effondré sur lui-même, créant cette structure en anneaux concentriques. Ce qui rend les anneaux visibles aujourd'hui, ce sont les différentes résistances à l'érosion. Les quartzites du Paléozoïque ont mieux résisté que les calcaires tendres, formant ces crêtes circulaires. Un phénomène géologique rare, mais entièrement explicable. Les géologues soulignent que la structure est bien trop ancienne pour correspondre à l'Atlantide de Platon. 100 millions d'années contre 12 000 ans, l'écart est abyssal. Aucun humain n'existait à l'époque de la formation du dôme de Richa. L'absence de preuves archéologiques. Venons-en aux points critiques. Où sont les preuves archéologiques d'une civilisation avancée? Si l'Atlantide avait existé ici, nous devrions trouver des traces, fondations, outils, céramiques, inscriptions. Or, les fouilles archéologiques dans la région n'ont révélé que des artefacts acheléens datant du Paléolithique. Des outils de pierre taillés, certes, mais rien qui suggère une civilisation aussi développée que celle décrite par Platon. Les sceptiques ont raison de souligner ce vide archéologique. L'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence, certes, mais elle affaiblit considérablement l'hypothèse. Une civilisation capable de construire des temples recouverts d'or aurait laissé des traces indélébiles. Le désert de sable peut préserver remarquablement bien les vestiges anciens. Des tombes égyptiennes ont survécu pendant des millénaires sous le sable. Si l'Atlantide était ici, pourquoi ne trouvons-nous rien de comparable? Une explication possible serait que les recherches archéologiques systématiques dans cette région restent limitées. La structure de Richa est située dans une zone reculée, difficile d'accès, peu explorée. Mais cet argument reste spéculatif. La question du timing.
Revenons à la chronologie de Platon. Il situe la destruction de l'Atlantide 9000 ans avant Solon, soit environ 1400 ans avant notre ère. Cette datation pose plusieurs problèmes que les défenseurs de la théorie Richat doivent affronter. À cette époque, l'humanité était encore largement nomade. Les premières villes connues, comme Jéricho ou Satal-Oyuk, n'apparaîtront que plusieurs millénaires plus tard. Comment une civilisation aussi avancée aurait-elle pu exister si tôt? Certains proposent que Platon ait commis une erreur de traduction. Les prêtres égyptiens auraient pu parler en années lunaires plutôt qu'en années solaires, divisant ainsi la chronologie par 12. Mais ce n'est qu'une hypothèse invérifiable. D'autres suggèrent que le récit mélange plusieurs époques et plusieurs lieux, que Platon aurait amalgamé des souvenirs d'événements réels avec son propre imaginaire philosophique, une mosaïque de vérité et de fiction. L'interprétation symbolique. Beaucoup d'universitaires considèrent que l'Atlantide de Platon n'a jamais été conçue comme un récit historique. C'était une allégorie, un mythe philosophique servant à illustrer les dangers de l'hybris, la démesure humaine. Dans cette lecture, l'Atlantide représente Athènes à l'apogée de son impérialisme durant les guerres du Péloponnèse. Une puissance corrompue par sa richesse et son orgueil, destinée à la chute. L'ancienne Athènes vertueuse du récit symboliserait les valeurs idéales de la cité. Platon était un philosophe, pas un historien. Ses dialogues servaient à enseigner des leçons morales et politiques. L'Atlantide aurait été son outil pédagogique, pas un compte-rendu factuel d'une civilisation disparue. Cette interprétation explique pourquoi le récit est si détaillé et si cohérent. Platon construisait une utopie inversée, une dystopie avant l'heure, pour mettre en garde ses contemporains. La perfection des descriptions n'était pas celle de la mémoire, mais celle de la création littéraire. Pourtant, même les défenseurs de cette thèse reconnaissent un paradoxe troublant. Pourquoi Platon a-t-il pris tant de soin à ancrer son récit dans la réalité géographique? Pourquoi ces détails topographiques, ces mesures précises? Les autres candidats. La structure de Richat n'est pas la seule prétendante au titre d'Atlantide. Depuis des siècles, des dizaines de lieux ont été proposés. Santorin en Grèce, qui a subi une éruption cataclysmique. Les Açores, vestiges supposés d'un continent englouti. Cuba, l'Antarctique, même la mer du Nord. Chaque théorie s'appuie sur certains aspects du récit de Platon tout en ignorant d'autres. Santorin a les anneaux concentriques et la catastrophe volcanique, mais pas la bonne époque ni la bonne taille. Les Açores ont la localisation atlantique, mais aucune preuve archéologique. Ce qui distingue la théorie de Richat, c'est la convergence inhabituellement élevée de détails concordants. La géométrie circulaire, la dimension, les montagnes au nord, l'ancien canal vers la mer, le climat verdoyant, la richesse minérale. Aucune des autres théories ne rassemble autant d'éléments simultanément. C'est ce qui rend Richat si séduisante, si difficile à écarter. La probabilité que tous ces éléments coïncident, par pur hasard, semble infinitésimale. Mais la science nous rappelle que les coïncidences existent. Que la pareidolie, cette tendance humaine à percevoir des motifs significatifs dans le chaos, peut nous induire en erreur. Notre cerveau est câblé pour trouver des connexions, même là où il n'y en a pas. Le mystère des mesures. Revenons sur un détail technique qui mérite notre attention. Les 23,5 km de diamètre de la partie centrale de Richat correspondent aux mesures platoniciennes. Mais comment Platon aurait-il pu connaître ces dimensions avec une telle précision? Les Grecs de l'Antiquité ne possédaient aussi pas de satellites, pas de cartographie aérienne. Mesurer avec exactitude une structure de cette taille aurait nécessité des techniques d'arpentage extrêmement sophistiquées. Est-ce plausible? Certains suggèrent que les prêtres égyptiens, héritiers d'une tradition millénaire, auraient conservé des connaissances géographiques perdues, que des cartes anciennes, aujourd'hui disparues, auraient circulé dans l'Antiquité. Mais aucune preuve ne vient étayer ces spéculations. D'autres proposent que Platon ait simplement inventé des chiffres symboliques et que leur correspondance avec Richat soit un pur hasard. Les nombres avaient une signification mystique dans la philosophie grecque. La leçon de l'humilité, l'histoire de l'Atlantide et de la structure de Richat nous enseigne une leçon fondamentale.
L'humilité face à l'inconnu. Nous avons tendance à penser que nous connaissons le passé, que l'histoire est écrite une fois pour toutes. Mais chaque décennie apporte des découvertes qui bouleversent nos certitudes. Il y a 100 ans, nous ignorions l'existence de Göbekli Tepe en Turquie, un site mégalithique datant de 11 000 ans, bien plus ancien que Stonehenge ou les pyramides. Sa découverte a forcé les archéologues à repenser leurs théories sur les débuts de la civilisation. Il y a 50 ans, nous ne savions pas que les Néandertaliens enterraient leurs morts et créaient de l'art. Aujourd'hui, nous découvrons qu'ils étaient bien plus sophistiqués que nous le pensions. Chaque génération réécrit l'histoire humaine. Peut-être qu'un jour, nous découvrirons que le Sahara cache des secrets encore plus profonds. Ou peut-être confirmerons-nous que Richat n'est qu'une magnifique anomalie géologique et que l'Atlantide n'était qu'un conte philosophique. Conclusion. Alors, l'œil du Sahara est-il l'Atlantide perdue de Platon? La réponse scientifique actuelle est non. La géologie est formelle. C'est une structure volcanique effondrée, vieille de 100 millions d'années. Aucune preuve archéologique ne vient soutenir l'hypothèse d'une civilisation avancée. Pourtant, les coïncidences demeurent troublantes. Trop nombreuses pour être entièrement ignorées. Trop précises pour ne pas susciter notre curiosité. Elles nous rappellent que le monde est plus étrange, plus complexe que nos théories ne le suggèrent. Peut-être que la véritable leçon de cette énigme n'est pas de résoudre le mystère de l'Atlantide, mais de réaliser que la frontière entre mythe et réalité est bien plus poreuse que nous le pensons. Que chaque légende contient peut-être un fragment de vérité, déformé par les millénaires. Et si la réalité n'était que la partie visible, si les déserts de notre planète gardaient encore des secrets enfouis sous le sable, si l'histoire humaine était bien plus ancienne, bien plus riche que ce que nous enseignent les manuels, l'œil de l'Afrique continuera de nous observer depuis le ciel, indifférent à nos spéculations. Gardien silencieux du Sahara, témoin de 100 millions d'années d'histoire géologique. Peut-être aussi, si nous osons rêver, dernier vestige d'une civilisation oubliée. Mais pour l'instant, le mystère demeure, et c'est peut-être mieux ainsi, car les questions sans réponse sont celles qui alimentent notre imagination, qui nourrissent notre soif de connaissance. Elles nous rappellent que l'exploration n'est jamais terminée. Ici, nous ne donnons pas de certitude. Nous explorons ce que l'histoire laisse en suspens. Si cette démarche vous parle, l'inconnu continue. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous aux coïncidences? Ou pensez-vous que l'œil du Sahara cache encore des secrets que nous n'avons pas encore percés? La conversation ne fait que commencer. À très bientôt pour une nouvelle énigme.